Hello, everybody. We're back. Bonjour à tous. I was remiss when we closed down for a very short break and not Donc, thank our avant panelists who d'avoir pris la pause, participated j'avais very oublié de significantly. remercier les intervenants. Je suis vraiment désolé. Thank you, Violet. Thank you, Kojo. Donc, Thank you, merci Anna. Violette, Thank you, Lucia. Kojo, Anna, It's Lucia. always really good to hear Nous sommes about what's happening in the toujours rest of the world. très heureux d'entendre ce qui se passe ailleurs dans le Interested monde. in what's happening in Pour tous ceux qui Nigeria and South se demandent Africa. qu'est-ce qui se passe Kojo has put en a Niger, message in en the Afrique du chat. Sud, il y a un message dans la boîte de clavardage. Vous pouvez lire un message. Elle dit que, bon, Omoja dit qu'elle aura une présentation qui pourrait être envoyée par courriel ou une vidéo, quelque chose comme ça. Donc maintenant, nous allons avoir une présentation de la part de Véronique Grémont. Véronique est professeure à l'Université Laval. Elle est à la chaire de la diversité culturelle. Donc maintenant, Véronique, la parole est à vous. Et à titre de co-organisatrice, je tiens à remercier tous les panélistes qui ont pris la parole jusqu'à présent. On a eu droit vraiment à de belles présentations. Et merci également à ceux qui se joignent à nous pour le dernier panel. Alors, en guise d'introduction à cette présentation que je vais faire, je voudrais peut-être rapidement expliquer pour quelles raisons cette présentation sur la découvrabilité, les enjeux commerciaux est pertinente dans le cadre de notre journée d'échange sur les réformes visant à adapter nos lois à l'environnement numérique. Alors, comme vous l'avez entendu, plusieurs réformes en cours ou projetées visent à mettre de l'avant les contenus nationaux et locaux sur les plateformes de diffusion, y compris lorsqu'il s'agit de plateformes étrangères, pourvu que ces plateformes en ciblent le public d'un État. Dans le langage des politiques publiques, promouvoir les contenus nationaux et locaux, ou encore protéger la diversité des expressions culturelles, y compris en ligne maintenant, c'est un objectif jugé légitime. Les mesures en ce sens s'inscrivent d'ailleurs parfaitement dans le champ d'application de la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles et aussi, c'est quelque chose qui est promu par les directives opérationnelles de cette convention sur le numérique qui ont été adoptées en 2017. Dans un langage commercial, toutefois, ces mesures peuvent être considérées comme une forme de discrimination et être qualifiées d'incompatibles avec des engagements découlant d'accords de libre-échange. Cette tension entre politique culturelle et engagements commerciaux n'est pas nouvelle. Elle a mené plusieurs États, dont le Canada, à exclure les industries culturelles de leurs accords de commerce. Puis, cette tension a aussi mené à la négociation de la Convention de 2005 qui réaffirme le droit souverain des États d'intervenir en faveur de la culture. Cependant, depuis un certain nombre d'années, cette tension commerce-culture prend une nouvelle forme, puisque, d'une part, les accords de libre-échange contiennent désormais des engagements en matière de commerce numérique et, d'autre part, parce que des politiques culturelles réformées ou nouvelles ou en voie d'être adaptées à l'environnement numérique s'appliquent à ce nouvel espace, ce nouvel environnement. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir comment les États qui souhaitent préserver leur pouvoir d'intervenir en faveur de leurs expressions culturelles dans l'environnement numérique adaptent désormais leur stratégie de négociation commerciale lorsqu'ils contractent des engagements en matière de commerce numérique. Donc, je vais répondre à cette question en trois points, en 3 temps. Comme premier point, je vais mentionner qu'on remarque donc 2 tendances dans l'évolution récente des accords de commerce. Premièrement, les engagements sur le commerce numérique se multiplient dans les accords de libre-échange. Entendons-nous bien, depuis longtemps, des accords de libre-échange contiennent des engagements en matière de commerce numérique, mais ces engagements deviennent plus nombreux, plus étoffés. Je vous donne un seul exemple. L'accord Canada-Jordanie signé en 2009 contient un seul article sur le commerce numérique, sur la non-imposition des droits de douane sur les produits livrés par voie électronique. L'ASEAN, accord Canada-États-Unis
Mexique, conclu en 2018, contient 18 articles sur le commerce numérique, en plus d'une annexe. Il y a une réelle complexification des engagements dans ce domaine. La deuxième tendance, plus récente, est l'apparition d'accords commerciaux entièrement dédiés au commerce numérique. C'est le cas notamment de l'accord de partenariat sur l'économie numérique, l'APEN en français, DPA en anglais, liant le Chili, la Nouvelle-Zélande et Singapour. C'est un accord particulièrement détaillé qui contient 16 modules et plus de 80 articles sur le commerce numérique et complété par plusieurs annexes. Donc, les interférences possibles avec les politiques culturelles applicables au numérique se multiplient au fur et à mesure que les engagements relatifs au commerce numérique se développent, ce qui m'amène à mon deuxième point. Face à ce phénomène, on a pu voir apparaître dans des accords des clauses visant à préserver le pouvoir d'intervention des parties en culture dans l'environnement numérique. Ces clauses sont nécessaires pour permettre aux États concernés de mener des réformes qui visent, par exemple, à soumettre les plateformes à des exigences relatives à la découvrabilité, à la mise en valeur des contenus nationaux ou régionaux. Prenons l'approche de l'Union européenne. Dans ses plus récents accords de commerce, on voit une adaptation de sa stratégie visant à exclure les services audiovisuels de ses engagements. Alors que la clause d'exclusion était précédemment intégrée au chapitre sur l'investissement et les services, désormais la même clause est ajoutée dans le chapitre sur le commerce numérique. C'est le cas de ces accords conclus avec le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni notamment. Des clauses ont pour effet d'exclure les secteurs de la radiodiffusion, encore les services audiovisuels du champ d'application des engagements liés au commerce numérique. L'exclusion est formulée dans des termes explicites et elle a vraiment précisément pour but de protéger le pouvoir réglementaire de l'Union européenne et de ses États membres dans ce secteur, donc secteur audiovisuel, dans l'environnement numérique. Une autre approche se retrouve, par exemple, dans le DPA, que j'ai mentionné précédemment, celui-ci entièrement consacré au commerce numérique. Plusieurs clauses de cet accord font explicitement référence à la culture et à la créativité et visent à préserver le droit des parties d'adopter des mesures de réglementation de la radiodiffusion ou encore d'adopter des mesures de soutien aux arts créatifs. Notamment, on retrouve dans le préambule de cet accord un énoncé soulignant l'importance de promouvoir l'identité et la diversité culturelle, ainsi que l'importance de préserver le droit de réglementer dans l'intérêt public. Or, rappelons qu'on est ici en présence d'un accord exclusivement dédié au numérique. Et on parle de cet intérêt public, de l'identité, de la diversité culturelle. Deuxièmement, une clause stipule que l'engagement relatif au traitement non discriminatoire des produits numériques ne s'applique pas à la radiodiffusion, ce qui est important pour les mesures de découvrabilité des contenus en ligne, notamment les mesures dont on discute aujourd'hui. Et troisièmement, le DPA contient une exception générale permettant aux parties d'adopter des mesures nécessaires au soutien des arts créatifs, sous réserve que ces mesures ne soient pas une forme de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce. Et on a par ailleurs une définition des arts créatifs qui comprennent, l'énumération est longue, là, mais notamment les arts de la scène, les arts visuels, l'artisanat, la littérature, les films, les vidéos, les arts du langage, contenu créatif en ligne, pratiques traditionnelles autochtones, expressions culturelles contemporaines. La liste est longue et on termine en précisant les formes d'art qui utilisent les nouvelles technologies pour transcender les divisions des différentes formes d'art. Et il est aussi précisé que l'expression art créatif recouvre les activités qui impliquent la présentation, l'exécution et l'interprétation des arts, ainsi que l'étude et le développement technique de ces activités artistiques. On est donc ici en présence d'une définition très englobante, très englobante des arts visés, qui se réfère notamment aux technologies numériques.
Bon, évidemment, on pourrait pousser la réflexion, se demander si ces clauses protègent bien la souveraineté culturelle des États concernés, si le libellé est bien choisi, si d'autres types de clauses pourraient être plus protectrices. On a trop peu de temps aujourd'hui pour discuter de cet aspect. Il faudrait organiser un autre séminaire sur le sujet. Mais ce que je veux aujourd'hui souligner, c'est qu'il y a maintenant des clauses culturelles qui sont négociées pour s'appliquer spécifiquement au commerce numérique. Elles sont soit intégrées dans les chapitres pertinents, voire dans des accords entièrement dédiés au commerce numérique pour permettre aux États de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles en ligne, ce qui peut exiger divers types de mesures, telles des quotas dans les catalogues, des obligations de mise en valeur, des contraintes de financement de la création imposées aussi aux plateformes étrangères. J'en arrive finalement à mon troisième et dernier point qui s'intéresse plus spécifiquement à l'approche du Canada. On le sait, dans la CEUM, le Canada a su maintenir son exemption culturelle de portée générale, alors que cet accord comprend un important chapitre sur le commerce numérique, ce qui n'était pas le cas de l'ALENA. C'est un fait digne de mention, par ailleurs, c'est que le Canada n'a pas modifié le libellé de son exemption culturelle pour l'adapter au commerce numérique. C'est une forme de statu quo qui soulève quelques interrogations dans les accords classiques qui couvrent tous les aspects du commerce, y compris le numérique. On peut se demander si une modernisation du libellé de l'exemption culturelle ne serait pas souhaitable pour assurer une plus grande sécurité juridique à nos politiques culturelles qui vont se développer ces prochaines années. Mais d'un autre côté, on peut espérer qu'une interprétation évolutive de notre exemption culturelle, ce qui est un scénario envisageable en cas de litige, permettrait à la clause de couvrir les contenus culturels numériques et les politiques qui visent à les soutenir. Ce n'est pas garanti, mais c'est une hypothèse plausible. Mais une autre question qui se pose, c'est celle de savoir quelle clause le Canada va utiliser lorsqu'il adhérera à un accord exclusivement dédié au commerce numérique. C'est une question pertinente pour le Canada, c'est une question pertinente pour de nombreux autres États. Pour le Canada, l'idée d'utiliser la clause d'exemption culturelle qui figure dans presque tous nos accords depuis 1988, année de conclusion du premier accord avec les États-Unis, c'est peut-être difficile à envisager de conserver la clause telle quelle pour un accord sur le numérique. Le vocabulaire est en décalage par rapport à celui que l'on retrouve dans un accord comme le DPA. D'ailleurs, le Canada a l'an dernier mené une consultation en vue d'une éventuelle adhésion à cet accord et plusieurs d'entre nous avons suggéré dans les mémoires que nous avons déposées que le Canada s'assure de préserver entièrement son pouvoir d'intervention en culture grâce à l'incorporation d'une clause explicite à cet effet. Mais bon, comme il s'agit d'un accord déjà négocié et en vigueur, sans doute que la marge de manœuvre du Canada est assez restreinte pour espérer qu'un amendement au texte soit accepté de tous. Mais comme l'a suggéré dans un rapport mon collègue Peter Grant, qui est avec nous et qui prendra la parole un peu plus tard, une voie réaliste serait plutôt de sécuriser cette exclusion par voie de lettres d'entente, side letters, signées bilatéralement avec chacune des parties. Mais la question reste entière. Que se passera-t-il le jour où nous nous engagerons dans une négociation d'un nouvel accord entièrement dédié au commerce numérique avec d'autres partenaires commerciaux? Si nous voulons nous assurer que notre souveraineté culturelle soit protégée, y compris en ce qui concerne le soutien à nos contenus culturels en ligne, nous aurons besoin de rédiger une nouvelle clause d'exemption culturelle plus moderne et utilisant un vocabulaire qui fait écho à celui qu'on retrouve désormais dans ce type d'accord de commerce. Je pense qu'il y a là une belle réflexion à y avoir et ce, sans tarder. Alors, je vais m'arrêter ici et merci de votre attention. Je pense qu'on n'a pas le temps pour des questions sur cette présentation en particulier, mais si vous en avez dans le chat, je serai heureuse de réagir. Merci et bon panel numéro 4. Merci beaucoup, Véronique. So if anyone has questions for Véronique about that presentation, do put them in the Si vous avez chat. des questions pour Véronique, vous pouvez les écrire dans la boîte de clavardage. Donc, nous allons passer à la 4e table ronde. Nous allons parler des tendances dans la région du Pacifique, plus particulièrement l'Australie et la Corée du Sud. Je suis désolé. J'ai des problèmes de connexion.
Donc voilà, je vais présenter nos intervenants. Premièrement, Ramon Lobato est professeur des médias et des communications à l'Université limitée de l'Australie. Matt Diener est le président directeur général d'une entreprise en Australie. Michel Zhang, qui se trouve en Nouvelle-Zélande, et Yu Jae-on est avec le Conseil de films coréens. Donc voilà ici nos 4 panélistes. Ramon, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez débuter. Vous pouvez nous parler de l'Australie. Et voilà. Donc, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vous remercie. J'ai écouté les présentations précédentes et je trouve ça très intéressant. Bon, je suis à Melbourne. Je travaille avec une équipe en Australie et je m'occupe de politique au contenu numérique. Donc, voilà, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Donc, je vais débuter en disant que nous sommes sur les terres ancestrales des Kulin. Donc, comme Kate a dit, aujourd'hui, je vais parler des réformes des médias qui ont eu lieu en 2020. C'est toutes les lois concernant la plateforme numérique. Je parle ici de contenu national en Australie. Donc, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est l'introduction d'une obligation quant au contenu numérique pour pouvoir ainsi investir. Bon, vous savez, comme 5 des revenus doivent retourner au contenu provenant de l'Australie. Donc, voilà une proposition. Ce n'est pas encore une loi. Le processus est gelé actuellement pour plusieurs raisons, cela. Mais aujourd'hui, je vais comme tout de même vous donner une idée de ce qui se trame en ce moment. Donc, voilà, je vais débuter avec, j'ai quelques diapos à vous présenter. Et nous allons voir quel est le problème du point de vue du gouvernement. Donc, que tentons-nous de régler avec cette politique? Donc, nous voyons ici qu'il y a des diffuseurs. Il y a des quotas pour le contenu local. Bon, les diffuseurs doivent diffuser 55 de contenus locaux. Il y a des heures. Donc, cela existe depuis un bon bout de temps. Mais maintenant que l'auditoire, les téléspectateurs mutent de la télévision traditionnelle au contenu numérique, alors il y a eu toutes sortes de réformes pour tenter. Et voilà où la conversation doit démarrer. Pour votre intérêt, selon une analyse, Netflix en Australie a la plus grande diffusion et de popularité au sein de l'Australie, plus que toute autre plateforme. Donc, voilà. Le gouvernement a un appétit pour le contenu local. En fait, je me trompe. Le gouvernement n'a pas beaucoup d'appétit. Et il y a eu, on a tenté en effet d'augmenter le contenu, mais pas à grand effet. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans les médias sociaux, en publicité. Il y a aussi des harmonisations des réglementations. On pourrait peut-être en parler un peu plus tard. Mais enfin, bon, bien sûr, ça n'a pas été réglé pour le contenu. Bon, nous avons fait des études dans les dernières années de Netflix. Pour Netflix, par exemple, c'est 1 à 3 Et il y a une disparité entre ce qui se passe ici avec la plateforme numérique et les plateformes traditionnelles. Donc, la prochaine diapo, je vais maintenant parler du Green Paper, soit le papier vert.
Donc, la proposition, c'est une obligation de production. Elle est à 5 des revenus de l'Australie et ce 5 doit être réinjecté dans le contenu australien pour pouvoir garantir un minimum de réinvestissement. Dans le 5 bon, 5 c'est très controversé. C'est très petit parce que l'industrie et le secteur culturel voudraient en avoir plus. Donc, où est-ce que ça serait redistribué? On parle ici. Donc, par exemple, bon, mais qui devrait payer? Est-ce que c'est Netflix? Pourquoi pas YouTube? Mais pas des services niches, par exemple. Pardon. Donc, il y a une différence, par exemple, si c'est, par exemple, quelque chose appartient à un contenu australien ou non, ou un réseau ou non. Mais pour la discussion d'aujourd'hui, je vais vous parler du Green Paper. En Australie, il y a eu beaucoup de discussions. Bon, voilà. Et sur tout ce qu'on peut trouver, il y a seulement 2 phrases qui parlent de tout ce qui a trait à la recherche et ce que l'on peut découvrir en ligne. Et cela fait partie du cœur des mesures que nous avons. Il y a aussi un débat sur cet enjeu en Australie. Donc oui, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de définitions aussi que l'on trouve. Les définitions sur le contenu, le nouveau contenu. Est-ce que le sport devrait être inclus? Mais potentiellement, ça- il y a encore des définitions à ajouter quant au type de service. Donc, donc, je vais vous laisser sur quelques observations rapides. Donc, voilà ce qui est sur la table maintenant. C'est très modeste par des standards internationaux. Ça couvre la production, mais ça ne couvre pas tout l'enjeu culturel et politique. Donc, c'est beaucoup plus quelque chose qui est axé sur positivement vers l'industrie. Bon, il y a des productions, il y a des propositions bon, pour tout ce qui a trait aux productions. Bien sûr, ce n'est pas intégré. Bon, ça pourrait être assez problématique pour quelques-uns des observateurs. Enfin, qu'en est-il de la diversité culturelle? Voilà le sujet qui nous amène tous ensemble aujourd'hui. Enfin, c'est bon, peut-être beaucoup axé envers l'industrie. Et personnellement, je pourrais vous dire ici qu'en pratique, la politique en, en Australie, il y a d'autres sources. Nous devons, par exemple, parler du déséquilibrage dans la réglementation. Nous devons être capables de soutenir des services locaux. Nous devons avoir un désir pragmatique pour obtenir les radiodiffuseurs de notre côté. Parce que beaucoup de ces politiques sont faites pour pouvoir plaire aux radiodiffuseurs. Et ça a été fait depuis quelques années. Mais enfin, pour terminer, il y a aussi un sentiment un peu anti-technologique parce qu'il y a quelque chose, il y a un conflit entre tout ce qui se passe dans les médias sociaux ainsi que dans l'industrie du divertissement. Donc, il y a beaucoup en Australie, il y a des corporations de nouvelles. Donc, voilà la politique sur laquelle on débat en Australie actuellement. Il y a beaucoup d'enjeux complexes quant à, bon, qui pourraient être inclus au débat. Mais c'est vraiment intéressant pour moi d'être ici aujourd'hui, d'être parmi vous et d'apprendre de ce qui se passe partout dans le monde. Merci beaucoup. Alors, je termine. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup. C'était très informatif. Et maintenant, Matt Diener de Screen Producers Australia, est-ce que vous voulez continuer la conversation? Oui. Bienvenue tout le monde. Je suis content d'être ici. Je vous parle de Sydney. Une des choses que nous aimons faire quand on commence une conversation en Australie est de reconnaître les milliers d'années d'histoire que nos communautés autochtones ont à nous raconter ici en Australie. Je crois que Ramon a fait un bon travail de faire un résumé là, des enjeux. Donc, au lieu de commencer du tout début, je vais continuer sur sa lancée pour illustrer certains des enjeux de l'industrie. Je regarde du point de vue de nos affaires, de nos industries ici, en tant que point de vue collectif. Et nous avons beaucoup de gens qui font des programmes de télé dans l'industrie. Certaines de ces industries sont ont des propriétaires à l'étranger et beaucoup, par contre, sont des propriétaires d'ici. Donc, vraiment, c'est une communauté ici. Et si on regarde un peu la conversation autour des médias ici, là, si on regarde les enjeux ici, je crois qu'on réfléchit au rôle des petites entreprises dans cette industrie, dans l'économie, par rapport aux grandes entreprises et leur intérêt. C'est aussi à propos de l'influence, des pouvoirs des médias et ce qui mène le narratif. Et aussi, nous avons eu un gouvernement conservateur en place, ce qui a causé des politiques différentes et ça a causé des petites interventions dans le marché et ça amène une certaine idéologie aussi. Et ça a pris un chemin dans notre industrie là, en termes d'exercice de priorité. Ça crée différentes mesures qui ont été mises en place. Et je suis tout à fait d'accord avec la position de Ramon à propos d'une concentration aussi là, qui est nécessaire pour être au service des besoins des médias. Dans le passé, il y a eu beaucoup de contrôles par rapport au marché, des contrôles sur beaucoup de médiums différents. Et au fil du temps, ça a diminué et certaines des règles aussi, et ça a créé certains enjeux en termes au niveau des régulations, des règlements. Vraiment, on parle vraiment là, de réglementation là, sur plusieurs niveaux. On parle aussi de la culture australienne qui a différents intérêts. Il y a par exemple le contenu pour les enfants, différents types de programmes. Et c'était presque un marché protégé avant. Et il fallait livrer un certain contenu et aussi à un certain public. Donc, vraiment, un certain genre de contenu. Du contenu, des documentaires, quelque chose de plus significatif d'un point de vue culturel. Et comme pacte, c'est un peu effrité au fil du temps, là. Et les gouvernements ont diminué le niveau de réglementation sur les entreprises. Ils ont enlevé l'obligation de faire du contenu pour les enfants. Le gouvernement a enlevé environ la moitié des obligations là, en termes de contenu australien là, qui vient de l'Australie. Et c'est là un peu qu'on en est en ce moment, là. Il faut voir où est-ce qu'on en est dans cette nouveauté, ce tout nouvel âge là, de l'information par rapport à tout ça, là. En termes des services payants aussi, en termes du contenu pour les enfants.
Ça, des fois, c'est trouvé dans certains autres services. Donc, il y a une certaine logique derrière la politique du gouvernement, mais en enlevant les obligations à certaines de ces entreprises, il n'y a pas eu une augmentation proportionnée dans les nouvelles entreprises. Donc, on a vu une baisse en ce moment des réglementations, mais il reste beaucoup de choses à mettre en place, là. Donc, ça fait un peu partie du débat en ce moment. Donc, évidemment, c'est complexe, là. Quand on a commencé cette conversation il y a environ 10 ans, en tant qu'industrie, c'était un gouvernement plus libéral qui était au pouvoir, qui voulait avancer plus vite que ce gouvernement-là pour trouver un cadre à mettre en place, hein. Et il y avait une certaine séparation, là. Avant, les diffuseurs publics et autres étaient séparés. Maintenant, il y a certains services de diffusion en continu qui ont un nouveau modèle d'affaires qui complique un peu la réglementation. Donc, on est dans une situation différente où il faut avoir des réglementations différentes dans différentes zones. Et des fois, il faut une certaine déréglementation aussi. Donc, ça cause vraiment des débats et des problèmes importants dans l'industrie. Donc, je crois que le gouvernement est en train de tester en ce moment pour voir si on fait une certaine déréglementation, pour voir l'effet que ça va avoir. Si on regarde les résultats au bout d'un an, c'est un peu mitigé, là, mais c'est un peu là qu'on en est en ce moment. Et là où on a de la difficulté en Australie, en ce moment, on a eu beaucoup de changements très rapides on a eu beaucoup de changements au niveau gouvernemental aussi, là, surtout pour ceux qui ont suivi les nouvelles en politique australienne. Et ça a vraiment fait un changement de politique et ça change les structures très rapidement, là. Donc, ça manque de stabilité ici, là, avec le changement des gouvernements fréquents. On a aussi des termes de 3 ans, ce qui veut dire que c'est une courte période pour le Parlement pour faire tout ça, là. Donc, c'est comme si on répète toujours le cycle. Donc, c'est difficile d'établir un suivi à long terme. Et les Australiens aiment vraiment le contenu australien. Il y a vraiment une passion pour le contenu australien. Donc, mais je crois que le défi, c'est si ça devient une question de vote dans le marché. C'est là que c'est un enjeu là, pour les politiciens. Et on a trouvé que certains les politiciens les plus conservateurs répondent mieux à certaines mesures d'incentive, certaines mesures. Et je sais que je n'ai pas là, énormément de temps, là, mais j'ai quelque chose à dire aussi, là. Il faut savoir qu'au début de l'année, là, il y a des nouveaux documents qui vont sortir, qui va être publié. Donc, le ministre nous a assigné ça, qui va être quelque chose qui va mettre en fondation ce que le gouvernement va faire. Et ils vont regarder certains des problèmes et il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre dans tout ça, là. Différentes industries ont différents besoins et le gouvernement ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, vraiment, on va essayer d'avoir un document qui permet de faire le portrait de tout ça. Aussi, je dirais qu'une partie du problème en ce moment dans le secteur, et on a été assez vocal là-dessus, on parle de la découvrabilité, là. Ça, c'est un problème. On veut vraiment s'assurer qu'il y a un investissement dans le marché de ce côté-là, une stimulation pour les nouvelles œuvres. Et un des défis pour l'Australie est qu'on est une population d'environ 26 millions. Donc, en Europe, on parle plus d'un quota là, qui change selon plusieurs pays. Évidemment, ça a un enjeu, là. Évidemment, c'est un enjeu pour aller chercher un pourcentage. Mais en Australie, il n'y a pas énormément de contenu qui est fait par rapport à l'Europe, là. Donc, ça peut être un défi de créer des mesures représentatives, là,
Donc, vraiment, il y a quelque chose à faire ici. Là, c'est un enjeu. Il faut bien y penser pour la stratégie là, en termes des enjeux. Il faut savoir parce qu'il faut savoir que si le pourcentage demandé de contenu local est trop élevé, ben, ça peut être difficile parfois. Donc, c'est quelque chose à voir. Et il y a aussi deux autres choses qui se passent en ce moment. D'un côté, les services commerciaux. Il y a certaines campagnes là, qui sont faites là, pour souligner le besoin d'avoir quelque chose du contenu découvrable facilement. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment mettre le point sur la découvrabilité et avoir une conversation en Australie à propos du besoin de la découvrabilité du contenu australien dans les services en ligne aussi. Là. Évidemment, on est encore en train d'avoir une conversation là-dessus. Hein. Et une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on est très conscient de certains faits. Là. Quelque chose qui a été soulevé dans la discussion en Australie, on est très conscient de la propriété intellectuelle et du besoin d'être en contrôle de notre contenu, ou au moins qu'il y ait un échange juste entre tout ça. Là. Et ça inclut les mesures qui ont été proposées par le gouvernement là, en termes de quota qui est demandé par rapport aux diffuseurs de diffusion en continu. Donc, en ce moment, hein, évidemment, là, il faut s'assurer que les diffuseurs dépensent bien l'argent, mais la question de la propriété intellectuelle qui doit rester en Australie, ça, c'est très important. Un autre débat qui est assez tendu en ce moment est que les streamers veulent redéfinir la définition du contenu australien de manière à ce que ça soit quasiment du contenu américain, là, mais qui ont quelques Australiens à l'intérieur. Donc ça, c'est un débat assez important. Là. Vraiment, il faut garder la définition du contenu australien quelque chose d'assez serré. Sinon, ça va être trop facile de contourner l'esprit de la règle. Là. Donc, je m'inquiète là, des fois là, à propos de ça. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut garder en tête. Donc, je vais arrêter maintenant pour l'instant. Oui, merci beaucoup, Matt. Merci pour tout. Merci de nous parler de ces enjeux en Australie. Je crois que c'est pertinent pour le public canadien aussi. Je vais maintenant donner la parole à Michel qui va nous parler de la situation en Nouvelle-Zélande. Michel. Merci, Kate. Merci pour l'événement. Merci pour votre invitation ici. Et je n'ai pas suivi 100% de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Évidemment, mon savoir est limité en français aussi, mais je suis certaine que je vais être capable de suivre le contenu aussi ici. Si vous m'entendez bien, juste un moment, je vais partager mon écran. En fait, je travaille ici en tant que présentatrice. J'ai travaillé il y a quelques années, j'ai commencé ma recherche sur le contenu autochtone en Nouvelle-Zélande. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit portrait de ce sujet-là et vraiment l'état des choses et pourquoi les choses en sont comme elles sont. Donc en Nouvelle-Zélande, en ce moment, on voit un système de diffusion à deux tracks. Et ça inclut le financement de plusieurs sources. Il y a entre autres du financement pour les stations de radio Maori. Donc vraiment, les mandats sont relativement clairs. On veut mettre l'emphase sur la culture et on veut les rendre accessibles. Des différentes cultures en parallèle.
Ici, j'ai quelques exemples. Par exemple, pour le financement gouvernemental, on a certaines agences qui peuvent gérer ce financement et ces entités sont des entités gouvernementales et ils reçoivent du financement et ensuite, ils peuvent l'utiliser pour du contenu local. Et pour les plateformes de diffusion, on a une télévision maori, on a aussi un réseau national de stations de radio pour maori. Et on a aussi des postes de télé et des stations radio en Nouvelle-Zélande, là-dessus aussi. J'aimerais aussi vous parler de certains ajustements qui peuvent être apportés à propos de ces sujets-là. Le projet de télévision Maori a commencé en 2004 et cette télévision produit beaucoup de contenu local en Nouvelle-Zélande. Et le financement pour ça, l'agence qui finance ça a été fondée en 1994. Ça faisait partie d'un amendement d'une loi qui avait été passée en 1993. Vraiment, on voulait utiliser ça pour amener une régénération, une rejuvénation de la culture maori. Et ça touche aussi plusieurs plateformes. Et ça inclut différentes plateformes, donc la télé traditionnelle, la radio, etc. Donc ici, je voulais seulement vous parler brièvement, une introduction par rapport à ce sujet-là. La Nouvelle-Zélande a établi des paramètres par rapport à ce sujet culturel. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Et ça date à des campagnes sociales de longue date pour la préservation et la protection de la culture maori, un mouvement qui a commencé dans les années 60 et 70. Ce que je veux vous parler ici, c'est des principes fondamentaux par rapport à ce sujet-là. Donc, la représentation autochtone et la culture autochtone, ce n'est pas seulement une question d'inclusivité sociale ou de justice sociale. Ça, c'est un sujet constitutionnel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au niveau de la Constitution. Donc, c'est dans le document fondateur de la Nouvelle-Zélande. Donc, l'utilisation de ce document est très importante. Il y a un des documents qui remonte au 19e siècle, des accords qui avaient été faits entre la couronne de l'Angleterre et la nation locale. Donc, c'est une date importante à se rappeler. Il y a 3 brefs articles dans ce traité qui sont très importants. Ils reconnaissent les droits des Maoris et les droits de propriété des Maoris pour qu'ils aient les pleins droits sur leur territoire et les pleins droits à leurs ressources. Donc, évidemment, il y a différentes manières d'interpréter les 3 articles. Donc, l'article 2, vraiment, souligne l'importance de la gouvernance de la culture maori. Et ces droits doivent être soutenus de manière active. Par exemple, la langue maori est reconnue
comme une langue nationale de la Nouvelle-Zélande et ça peut être utilisé en cours. Et la culture a aussi un statut assez important dans la culture néo-zélandaise. Donc, ça, c'est une explication de base par rapport à ce qui se fait là, un peu de nos jours en Nouvelle-Zélande. Et juste quelques mots aussi à propos des besoins en réforme. Évidemment, on regarde à ce qu'il fait ailleurs, dans des pays nordiques, par exemple, ou à nos voisins australiens aussi. Et en tant qu'avocate, je voulais vraiment souligner l'importance d'être à jour dans tout ça, là. En termes de la réglementation, c'est très important d'être à jour. Et en ce moment, il y a eu une certaine révision législative l'an passé et on a identifié certains enjeux. Et il y a vraiment des enjeux au niveau des différentes plateformes. Et vraiment, c'est au gouvernement de faire les pas dans cette direction, surtout pour l'emphase sur le contenu local, que ce soit pour la culture néo-zélandaise en général ou pour les cultures autochtones. Tout ça, ce n'est pas spécifiquement mentionné là, dans ce qui a été fait jusqu'à date, là. Donc, ça, c'est un enjeu. Donc, vraiment, le message que je voulais amener aujourd'hui, c'est souligner le caractère distinct de la culture autochtone en Nouvelle-Zélande et que c'est un cas particulier dans le pays ici. Donc, vous avez mon courriel ici et si vous avez des questions ou si vous voulez discuter après la présentation, vous pouvez m'envoyer un message. Donc, je vais arrêter ici et te donner la parole. Et merci beaucoup, Michel. C'était très intéressant. Malheureusement, Anne-Marie White, qui était notre autre présentatrice de Nouvelle-Zélande, n'est pas disponible finalement aujourd'hui. Donc, on n'aura pas sa perspective. Maintenant, nous allons nous regarder du côté de la Corée du Sud. Est-ce que vous voulez y aller? Oui, merci, Claire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonjour tout le monde. C'est très tôt. Il est très tôt ici. Il est 5h30 du matin. Je vous parle de Séoul, en Corée du Sud. Merci de me donner l'opportunité de parler ici. C'est un sujet vraiment très intéressant. Je m'appelle I.M. Yoon et je suis membre d'un comité depuis la Convention de 2000 qui a travaillé sur une commission là, qui travaille activement depuis 2004, qui touche sur les fonds de distribution et différentes implémentations de politiques. Et j'enseigne aussi à l'université depuis quelques années. Donc aujourd'hui, d'une manière assez rapide, je vais vous parler rapidement des mesures protectionnistes en Corée du Sud, surtout pour la télévision, surtout pour la télédiffusion et pour les films. Je vais vous parler aussi des débats en cours en ce moment. Donc, un moment, je vais partager la présentation. Donc, c'est surtout en fait... un moment. D'accord.
Donc, c'est juste quelques images des mesures protectionnistes qui ont été mises en place en Corée du Sud. D'abord, il y a un quota pour les télédiffuseurs, et ça a été fait par décret présidentiel. Tous les postes de télé, toutes les stations de télé doivent avoir un pourcentage de contenu sud-coréen. Ça varie selon le poste local, mais ce que je dis ici, c'est le 60%, c'est vraiment une mesure de télédiffusion qui est importante. Et il y a aussi un quota pour protéger le cinéma local. Ce quota est une des modalités les plus reconnues en termes de politique culturelle qui a eu beaucoup de succès au sein de la Convention UNESCO sur la diversité. En Corée du Sud, actuellement, est une influence importante sur le cinéma local. Il y a un pourcentage important qui doit être fait ici. Et vraiment, c'est un débat qui ne date pas d'hier. On se demande souvent, il y a souvent un débat autour du fait qu'on se demande si on a toujours besoin de ces quotas. Certains disent que le quota en Corée du Sud n'est pas si utile parce que l'industrie s'améliore depuis 20 ans. Et certains disent que l'industrie locale a est déjà très compétitive dans le marché local et que c'est un enjeu de libre marché. Cependant, d'autres gens dans l'industrie, incluant moi-même, disent qu'on a besoin de ces mesures protectionnistes pour protéger la culture et pour garder l'industrie locale sécure et diverse. Mais en pratique, les plateformes locales et internationales numériques et aussi l'industrie du cinéma local reconnaissent pas vraiment les mesures protectionnistes de manière constante. Et souvent, ce n'est pas vraiment un enjeu pour les télédiffuseurs ou l'industrie du cinéma. Ce n'est pas vraiment difficile parce que le contenu local est très populaire. Donc, l'ironie, c'est que le succès des films coréens, autant dans le marché domestique qu'international, laisse planer l'idée qu'il faudrait abolir les mesures protectionnistes actuelles. C'est paradoxal. Donc, ça, c'est une image, c'est vraiment juste une image là, pour illustrer ça. Donc, comme beaucoup d'autres pays, on a un centre de distribution pour tout ça, pour distribuer le contenu coréen. Et on peut diffuser ce contenu autant au local qu'à l'international. Dans le marché local, on parle aussi, entre autres, des services de diffusion en continu. Comme professeur Lovato en a parlé un peu plus tôt là, dans la discussion. On a aussi une présence très forte. On a une forte croissance dans les plateformes de diffusion en continu, comme Netflix ou Disney+. Et les services rendent tout ça plus accessible et la découvrabilité aussi du contenu coréen à l'international. Les séries coréennes comme Squid Game et Hellbound sont des séries d'origine sur Netflix.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une série streaming de Netflix qui est devenue la première télé-réalité coréenne d'en arriver dans les 5 premières sur la plateforme de Netflix et dans les 10 émissions les plus regardées sur Netflix. Alors que Surfire, j'en ai parlé, les aspects positifs des investissements de Netflix dans la production locale coréenne. Alors, Netflix, jusqu'à maintenant, semble fournir les nouvelles occasions de production au contenu coréen, surtout pour des cinématographes qui commencent à faire de la production de télévision. Certainement, c'est un des aspects positifs de relier le contenu coréen aux auditoires internationaux grâce aux investissements internationaux. Je pense que c'est ce que le peuple coréen, c'est ce qui fascine le peuple coréen parce que dans les années précédentes, les films coréens ont été introduits et diffusés surtout par les festivals de films internationaux. Bien sûr, nous avons notre propre distribution internationale, elle a progressé, mais c'est quand même bon, les festivals internationaux des films a été quand même un des canaux principaux pour faire connaître notre production cinématographique. Bon, bien sûr, les gens peuvent penser que c'est un scénario heureux, mais qu'est-ce qui va se produire à l'avenir? En ce moment, il n'y a aucune protection pour le contenu local, autant pour les plateformes au pays que étrangères. Les mesures de protection s'appliquent seulement aux salles de cinéma, surtout les salles de cinéma et la télévision. Même si le gouvernement coréen a mis beaucoup d'efforts pour appuyer la création et la production de nouveaux contenus, les appuis incluent surtout les programmes d'habileté pour les professionnels de l'industrie jeunes et inexpérimentés, alors que les fonds de production et distribution pour les films indépendants met surtout l'accent sur l'infrastructure. Ceci signifie que le gouvernement coréen n'a pas d'appui direct pour des contenus comme Squid Games. Alors aussi, les contenus coréens sont faciles à trouver en ligne. Les institutions gouvernementales ont développé un programme, par exemple le Korean Cinema Archive, un canal YouTube qui fournit plus de 100 films classiques provenant des années 30 jusqu'à maintenant. Aussi, le Conseil des films coréens a déployé un nouveau programme qui montrait le cinéma coréen, qui mettait en vedette les productions cinématographiques coréennes et aussi du contenu audiovisuel pour les canaux internationaux. Et les autres mécanismes pour appuyer les films locaux dépendent des fonds coréens, le fonds des films coréens, mais aussi de l'argent prélevé des ventes de billets au pays. Mais cela signifie que les contenus étrangers font aussi des contributions financières pour accroître les fonds locaux. Mais ceci ne s'applique pas aux services de streaming ou de plateformes en ligne. Ça ne s'applique pas aux plateformes numériques. Alors, en dernier, il parle des dossiers juridiques pour faire la protection et la protection des contenus locaux en ligne. Il y a une réforme législative qui est en cours pour moderniser la loi sur la radiodiffusion et l'adapter à l'environnement numérique. En gros, c'est pour renouveler la loi sur la radiodiffusion et aussi le décret
présidentielle sur la protection des produits cinématographiques pour fixer de nouveaux règlements, une nouvelle loi pour investir des revenus, des revenus gagnés en Corée dans les contenus locaux. Ceci vous semble sûrement très familier à la plupart d'entre vous, en tout cas. Alors, c'est pour cette raison que la Corée du Sud a fait la surveillance et le suivi du processus législatif de l'Union européenne et de la France. Alors, c'est important de se faire entendre, de s'assurer que le contenu local puisse être pérenne en ligne, autant pour ce qui est de la distribution que de la production. Bon, pour l'instant, les propositions pertinentes ont été envoyées à l'Assemblée législative l'année dernière, mais les défis proviennent de divers domaines pour plusieurs raisons. Bon, par exemple, des conflits d'intérêts, c'est une des principales raisons. Et deuxièmement, en pratique, le succès des contenus locaux, si on peut dire, bloque l'arrivée de nouvelles mesures de protection en ligne. Alors, merci beaucoup pour votre attention et il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup de vous être levé si tôt pour nous, Guillaume. Alors maintenant, nous allons aller à... Il nous reste quelques minutes pour des questions. Alors, une fois de plus, il y a deux façons de poser des questions. Vous pouvez les mettre dans l'onglet de questions et réponses, Q et A, ou vous pouvez lever la main. Alors, je vais regarder ici pour voir si certains d'entre vous avaient des mains levées. Jusqu'à maintenant, pas de main levée. Ou vous pouvez mettre vos questions dans les questions et réponses, l'onglet Q et A dans l'écran Zoom. Et en attendant les questions des participants, moi, j'ai été intéressé à entendre de nos collègues australiens, d'entendre plus à propos des politiques, de la politique, si on peut dire, des aspects politiques. Matt surtout parlait de la politique de la situation, parce que certainement, cela va être une préoccupation pour nous au Canada, où il va y avoir une tentative de représenter des projets de loi qui vont comme faire entrer les fournisseurs de streaming dans notre jardin entouré de murs, si on peut dire. Mais en Australie, il y a cette affection en Australie pour le contenu australien et il y a certainement une affection pour le contenu canadien au Canada aussi. Et le Québec, certainement, est bien fier de leur contenu. Mais c'est dur à vendre au Canada parce qu'on est tellement plus proche des États-Unis. Alors, je me demandais si Matt et Ramon, si vous aviez des idées sur comment vendre cela aux politiques. Apparemment, les politiciens conservateurs sont plus susceptibles à cet argument nationaliste, entre guillemets. Moi, j'ai trouvé, bon, ça fait environ 10 ans que je fais ce métier et j'ai trouvé que la publicité, bon, les mouvements derrière la politique et la culture sont très compliqués. Il y a un mantra sur la croissance et les emplois pour les aspects économiques, le positionnement économique des deux côtés de la Chambre, bon, pour tous les partis politiques. Mais c'est ironique qu'on subventionne la production internationale beaucoup, mais c'est ironique que les gouvernements conservateurs font cela, mais on se rend compte que ça a rapport avec le big business qui défendent leurs intérêts et qui font du lobbying. Alors, ce que nous avons fait avec succès, c'est qu'on a fait reculer certaines des approches plus négatives que nos gouvernements voulaient prendre pour notre secteur, pour diverses raisons, incluant des tentatives de déréglementer les services de câbles de satellite, leurs exigences pour les contenus locaux, et aussi il y a eu des tentatives d'augmenter, en tout cas de diminuer les subventions qui auraient un impact sur les plus petits opérateurs, les plus petites entreprises, peut-être plus de monde, des documentaires, plus de créneaux, et ainsi de suite. Donc, c'est positionné comme un compromis. Mais la base sur laquelle on s'est débattu contre ces mesures-là, c'était grâce à des alliances entre, d'un côté, les politiciens progressifs comme Greens, des mouvements qui parlent de s'assurer qu'on ait des histoires créatives et
les éléments plus conservateurs de nos politiciens, qui en fait sont une coalition entre le Parti libéral, ça s'appelle libéral, mais pas dans ce cas. Et aussi le Parti national, qui est un parti régional rural, et eux forment le gouvernement conservateur. Mais le Parti national, qui veut s'assurer que la représentation de l'Australie et de leur histoire d'origine de l'Australie soit bien reflétée dans tous les écrans du pays et ailleurs. Eux, ils ont beaucoup de passion pour s'assurer que l'histoire australienne soit entendue parce que on a ce besoin pour ces histoires régionales. Et eux ont eu de très importants alliés et des gens qui ont nous aidé à empêcher une approche plus économique, si on peut dire, de la culture. Mais aussi la culture autochtone, avec l'investissement dans la culture autochtone avec divers mécanismes pendant de nombreuses années. Pendant longtemps, on a eu un diffuseur national qui a seulement du contenu autochtone. Et nous avons eu aussi un financement grâce à divers mécanismes pour établir, bon, ça fait 25 ans environ, un secteur du cinéma autochtone. Néanmoins, il y a une grande passion pour les histoires autochtones qui passent au travers de tous les partis politiques, qui passent au travers de la politique. Je ne veux pas que c'est un peu une arme dans notre discussion parce que la culture autochtone, manifestement, c'est le fondement des histoires australiennes. Bon, on en a parlé. Et si, en tant que gouvernement, vous deviez endommager cette culture autochtone, ce serait très difficile politiquement. Il y a une histoire très forte autour de ceci. Et selon moi, dans un sens politique, ça va continuer. Désolé, Kik. Oh, c'est juste pour dire que c'est très intéressant parce que du point de vue canadien, nous sommes dans un endroit similaire. Les histoires autochtones sont de plus en plus importantes pour nous. Et c'est un argument très solide qu'il y a des groupes autres que la culture mainstream qui ne sont pas entendus dans un monde dominé par Netflix. Et c'était aussi ce que Michel disait à propos de la culture maori. Bon, ça donne à la Nouvelle-Zélande vraiment, comment dire, une fierté. Désolé, Ramon, je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose? Non, oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et il y a un mélange, si on peut dire, dans les débats actuels politiques à propos de... Bon, ils font semblant de protéger les productions locales, mais pour des raisons différentes. Bon, surtout le protectionnisme économique qui finalement cause plusieurs discussions. Et bon, la politique populiste qui souvent apparaît comme ils tapent sur Facebook et Netflix. Bon, il y a toutes sortes de bonnes raisons pour lesquelles les politiciens doivent taper sur ces compagnies-là, mais je pense que dans le climat politique en Australie, ça a été tordu et perverti, si on peut dire. Et le résultat n'est pas toujours bon. Ça ne donne pas des bonnes politiques. Bon, par exemple, Netflix. Oh, pardon, vas-y, Matt. Non, non. Il y a même eu une intervention chef de file dans le monde pour insérer que Facebook et Google et les autres paient les médias traditionnels une taxe pour avoir utilisé les services de nouvelles. Bien sûr, ça reflète que c'est un facteur important. Mon place augmente où le gouvernement penche. Mais avant d'oublier, c'est fascinant. Ce que nos ennemis disent, on sait que, par exemple, le Motion Picture Association, qui représente les studios et Netflix et les autres, sont très actifs pour essayer de dire que le marché peut fonctionner sans intervention, qu'ils utilisent la Corée comme étant un exemple pour dire « Ah, regardez jusqu'à quel point le contenu local est puissant sans intervention du gouvernement. » Et bien sûr, il oublie de parler de ce que notre collègue a mentionné, toutes les interventions dans le secteur du film. Et ensuite, tout est bâti là-dessus. Bon, le marché du Royaume-Uni est un meilleur exemple de comment ça fonctionne, mais il ne parle pas des mécanismes qui ont été utilisés dans le Royaume-Uni. Je pense qu'il nous reste le temps seulement pour une autre question. On a une question pour vous à propos de la situation en Corée du Sud.
Alors, quelqu'un pose la question exactement cela à propos de quels sont les mécanismes de financement spécifiques qui ont eu tant de succès en Corée du Sud. Je sais que vous avez parlé du quota, vous avez dit que le quota est encore nécessaire, mais y a-t-il d'autres mécanismes de financement aussi qui ont expliqué les succès en Corée du Sud? Oui, je vais brièvement parler des mécanismes de financement pour le secteur cinématographique. Alors, le mécanisme de financement pour le gouvernement, le financement du gouvernement dépend entièrement sur le Korean Film Council Fund, qui a une taxe de 3 sur toutes les ventes de billets dans les salles de cinéma locales. Alors, le gouvernement de la Corée gère le National Box Office, la billetterie nationale. Je pense que c'est peut-être la seule billetterie nationale qui a 100 de toutes les salles de cinéma locales. Bon, les données en temps réel sur toutes les salles de cinéma locales. Alors, ça, c'est le fondement. En tout cas, en basant sur cette collecte de données, le gouvernement facture le 3 des ventes de billets, incluant les films étrangers. Alors, ce financement est utilisé pour appuyer les films locaux dans tout le processus. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je pense que nous devrons conclure ici, mais merci le temps, merci à vous tous. Merci pour vous être levés si tôt, les gens dans la région de l'Asie-Pacifique, et pour nous avoir parlé. Bon, ça, j'en avais appris beaucoup, Lornette, Michel, Ramon. Alors maintenant, nous allons continuer à notre dernière séance avec Peter et Nathalie. Peter et Nathalie, êtes-vous prêts à partir? Oh, désolé. Ah voilà, Peter, je vois Peter. Alors, je vais présenter Peter et Nathalie dans ce cas-là. Alors, Peter Grant est un avocat à Toronto et professeur au Schulich School of Business à l'Université de Toronto. Et Nathalie Gay, bien entendu, est directrice pour la CDEC et elle va nous aider à conclure la journée. OK, c'est merveilleux. Bon, et Nathalie et moi, on s'est mis d'accord que je vais commencer avec quelques commentaires et ensuite elle va conclure. Je voulais d'abord remercier tous les conférenciers et les panélistes aujourd'hui pour une discussion pleine d'informations intéressantes. On a entendu des panels sur la situation au Canada, Europe, bien entendu, l'Amérique latine, l'Afrique et finalement la région de l'Asie-Pacifique. Et Véronique nous a donné une révision très utile de comment les lois sur le commerce pouvaient avoir un impact négatif sur la diversité culturelle. Ça aussi, c'était très utile. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans les discussions durant toute la journée était qu'il y avait plusieurs thèmes très communs. Bon, d'abord, le problème le plus important, c'est la réalisation que les services de streaming over the top sur l'Internet ont un impact majeur sur les médias traditionnels. Ils diminuent les auditoires pour les diffuseurs conventionnels et ce sont ceux qui sont réglementés pour appuyer la diversité culturelle locale. Et ce qui se produit, c'est que plusieurs des auditoires migrent, surtout les plus jeunes, vers les services de streaming over the top. Et la diffusion publique aussi perd des auditoires partout. Dans la plupart des pays au service de vidéo en continu, le streaming. Et nous, on veut que les services de streaming appuient la diversité. Moi, je trouvais que c'était en commun. C'était commun pour la plupart des intervenants. Mais plusieurs personnes ont parlé des préoccupations à propos des algorithmes. Et ici, on a le problème, c'est que essentiellement, ce n'est pas réglementé, les algorithmes. Et nous savons maintenant que ces algorithmes mènent à des problèmes très réels parce qu'ils poussent les auditoires au contenu qui vont appuyer la publicité, mais les publicitaires ne sont pas intéressés au service public ou à la culture. Alors, plusieurs personnes en ont parlé. Et ensuite, on trouve bien sûr que partout dans le monde,
tout le monde maintenant qui pense à ces dossiers, à ces questions, essaie de réglementer les services over the top pour appuyer la diversité. Et ce n'est pas seulement des expressions locales ou des expressions nationales, si on peut dire, qui représentent la diversité, mais il y a aussi une réflexion réelle que on veut l'expression des langues minoritaires, par exemple. On a entendu cela, bon, la langue catalane en Espagne, par exemple. Et ensuite, ce qu'on appelle les expressions BIPOC, des gens noirs, autochtones et de couleur. Bon, la communauté autochtone doit avoir voix au chapitre et on l'a entendu au Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Alors, lorsqu'on met ça tous ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que j'aurais dû mentionner un autre facteur qui est apparu surtout en Australie, au Canada et en France, c'est que le besoin d'appuyer les producteurs indépendants. Et par cela, je dis leur donner le droit de maintenir leur copyright pour qu'ils aient des droits. Ils n'ont pas besoin de tout abandonner leurs droits aux gens qui offrent ces vidéos en diffusion continue. Et j'ai entendu ça plusieurs fois durant la journée parce que, comme Skip Taylor l'a dit plus tôt cet après-midi, nous avons tous ces problèmes. Ce n'est pas seulement un pays, c'est tous les pays. Alors, je voulais simplement conclure en remerciant tout le monde pour leur contribution. Je pense que ce fut une occasion merveilleuse pour nous d'entendre ces différents points de vue. Et aussi, je vais rajouter mes remerciements aux gens de la région du Pacifique qui probablement se sont levés à 4 heures du matin à leur heure locale pour être ici. Alors, merci à vous tous pour avoir contribué. Merci. Je te passe le micro. Merci, Peter. Si vous permettez, je vais directement, comme la journée se termine et tout le monde doit être très fatigué. Merci, Peter, pour ces remarques très pertinentes. Je remercie moi aussi tous les panélistes, les interprètes, les animatrices pour leur excellente participation et contribution à cet événement. Je voulais moi aussi peut-être faire quelques remarques d'un point de vue peut-être plus de la société civile. En fait, peut-être un premier constat, hein, les lignes directrices pour la mise en œuvre de la Convention pour la protection et la promotion de la diversité et des expressions culturelles ont été adoptées en 2017. Ça fait maintenant 5 ans. Et ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est qu'à part en Europe, en fait, on n'a pas encore réussi vraiment à mettre en œuvre, dans le fond, la substance de cette convention au niveau numérique dans les législations nationales, bien que ça progresse, comme on l'a vu, dans différentes régions à travers le monde, mais on voit que l'Europe, qui est en avance, qui dès 2018 adopte une directive, se retrouve déjà quelques années plus tard à devoir envisager des mises à jour parce que le développement, dans le fond, de l'offre de contenu culturel en ligne se fait à une vitesse très, très rapide et des enjeux comme la découvrabilité, la mise en valeur des expressions culturelles, la question des algorithmes s'imposent de plus en plus dans les priorités des gouvernements comme des organisations de la société civile qui demandent que ces révisions-là soient faites pour continuer à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Et ce retard-là, dans d'autres pays, je pense qu'on a vu comment il pouvait s'expliquer de façon différente. On a vu que les processus politiques sont longs, que des priorités concurrentes pouvaient ralentir l'adoption de législation, que la pandémie avait des impacts, que certains accords de libre-échange pouvaient aussi parfois amener des complications dans tout ça et que même le succès de l'industrie nationale pouvait peut-être ralentir ou, disons, brouiller les pistes dans le cadre d'un débat sur l'importance d'adapter les lois à l'environnement numérique. Donc, je dirais en fait que à travers tout ça, dans le fond, ce qu'on voit aussi, c'est que la société civile est très impliquée et dans le fond, elle doit aussi l'être
pour rappeler constamment, en fait, aux collègues aux collègues du gouvernement, mais aussi dans l'espace public, dans les médias, à quel point ces réformes-là sont importantes pour continuer à assurer la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans le numérique. On a vu la transition, elle se fait de façon inégale à travers le monde. Elle se fait entre autres au rythme de la grande disparité des inégalités d'accès à la technologie. On en a eu des exemples éloquents aujourd'hui, même entre nous, mais elle se fait rapidement et il y a là vraiment un risque de manquer le bateau si on ne se dépêche pas. Et dans tout ça, peut-être que le Canada, dans le fond, marquera une deuxième école dans l'adoption de ces réformes-là à travers le monde parce qu'il va inclure le secteur de la musique qui a été assez peu inclus, dans le fond, dans d'autres réformes en Europe ou qui est très peu abordé dans les projets qu'on a constatés aujourd'hui dans d'autres pays, que ce soit en Australie ou en Amérique latine, qu'il va sans doute être un précurseur sur la question de la mise en valeur et de la découvrabilité. Il sera peut-être le premier à amener une législation et des outils de régulation sur cette question-là qui fait consensus par son importance et l'urgence d'agir sur ce front-là et qui va certainement peut-être pas devenir le premier exemple, mais disons qu'il sera un exemple intéressant sur l'approfondissement de ce que signifie la diversité des expressions culturelles à une échelle nationale, tant au point de vue de la diversité de la diversité des expressions qu'aussi les expressions culturelles autochtones, celles des personnes racisées, celles des femmes, etc. Donc, voilà, je trouve que disons, c'est une première conférence et j'imagine qu'on voudra en avoir d'autres dans l'avenir parce que je crois quand même à notre capacité collective d'accélérer le train et je crois que dans les prochaines années, on verra beaucoup plus de législation dont il faudra reparler entre nous. Merci. Thank you so much, Nathalie, for that. Merci beaucoup, Nathalie et Peter, pour vos résumés. Excellent résumé bilingue de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et ça a été très inspirant pour moi. J'espère que ça a été inspirant pour tous les autres aussi toute la journée. Alors, merci à tous nos panélistes de partout dans le monde qui nous ont montré que nous ne sommes pas seuls dans ces luttes. Et merci bien sûr à nos interprètes qui nous ont permis d'avoir une conversation trilingue, si on peut dire, ce qui est un travail invisible, si on peut dire. Alors, merci à tous et merci à Nathalie pour avoir organisé. L'interprète s'excuse, nous avons d'autres problèmes techniques et Mme Taylor vient de couper.